Eh bien bonjour dans cette autre vidéo consacrée à la palpation manuelle du système génital. Cette vidéo sera davantage consacrée à la palpation des ovaires et de ses structures physiologiques ou pathologiques. Si tant est que vous ne l'ayez pas déjà noté, je me permets de vous renseigner des liens pour en savoir plus si effectivement la reproduction bovine vous intéresse. Ce lien renvoie à une chaîne sur YouTube où vous trouverez ces vidéos et d'autres encore. De même, si vous avez un compte Facebook, pouvez-vous nous rejoindre sur la page de Thériogénéalogie ou sur la page de Rumexpert. Nous avions terminé la vidéo précédente en insistant sur le 7e point de la palpation du système génital. Et ce 7e point consistait à réaliser un diagnostic différentiel des structures physiologiques ou pathologiques ovariennes. Avant toute chose, je voudrais insister sur le fait qu'il ne saurait y avoir de bonne palpation sans une bonne préhension des ovaires. Et classiquement, cette préhension se fait au moyen de l'index du majeur et ou entre le majeur et l'annulaire, de manière à pouvoir, dans un second temps, passer en revue les différentes phases de l'ovaire au moyen du pouce. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il est possible ainsi d'évaluer indirectement la taille des ovaires. Allons-y donc pour les différentes structures physiologiques ou pathologiques et commençons par les follicules. Sur les schémas qui vous seront présentés, les surfaces lisses qu'il est possible de palper seront en rouge et les surfaces plus granuleuses seront renseignées dans une couleur violette. Définissons tout d'abord les follicules. Ce sont des structures lisses, je parle de follicules palpables, ce sont des structures lisses et dépressibles de diamètre compris entre 1 et 2,5 cm. Les follicules de diamètre inférieur à 1 cm sont peu palpables, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas visibles, et c'est dans ce contexte-là que l'échographie prend toute son importance. Prenons une première situation où nous avons un ovaire que l'on peut qualifier de petit et de lisse, tout en surface, et donc toute la surface est effectivement lisse. Il n'y a aucun signe de croissance indirecte, de croissance folliculaire. Et classiquement, si les deux ovaires d'un animal sont concernés, on peut parler d'un état d'anestrus de type 1. Une deuxième situation, c'est que les ovaires vont avoir une surface plus granuleuse. Et comme déjà signalé, cette surface granuleuse résulte de la présence sous la paroi externe de petits follicules en croissance. On a donc affaire à des ovaires granuleux. Nous retrouvons ces follicules que l'on peut voir par transparence ici en surface de l'ovaire et qui le rendent donc ainsi plus granuleux. Les follicules sont présents, ils ont été recrutés, mais bien entendu, ils n'ont pu terminer leur croissance jusqu'au stade de dominance. Et si les ovaires, encore une fois, sont concernés, on parlera d'un état d'anestrus de type 1. Une troisième situation que l'on peut retrouver sur les ovaires que l'on palpe, c'est ici l'identification d'une zone lisse et dépressible lorsqu'on exerce une légère pression dessus. Le reste de l'ovaire ayant une consistance plus granuleuse. Eh bien, cette présence d'une zone lisse et dépressible témoigne de la présence effectivement d'un follicule. Nous avons ici un follicule qui est sans doute dominant. Voici un autre follicule sur un autre ovaire qui est de taille plus petite. Bien sûr que cette dominance, ce follicule dominant peut être retrouvé par exemple en diœstrus ou peut témoigner bien entendu également d'un état de proœstrus. La présence de ces follicules peut également être retrouvée dans des états d'anestrus qui sont qualifiés de type 2 si par hasard l'autre ovaire était granuleux ou lisse et ne témoignait donc de la présence d'aucun follicule palpable. Voilà pour les follicules. Passons au corps jaune hémorragique qui fait suite à l'ovulation éventuellement d'un de ces follicules. Et définissons-le tout d'abord. Il s'agit d'une structure de consistance molle, de diamètre inférieur à 2 cm,
palpables en général si son diamètre est supérieur à 5 mm. Il présente ou non une papille. Et nous voyons ici un ovaire dont la surface est vraisemblablement granuleuse, et à un endroit de cet ovaire, on va trouver une structure un peu plus saillante. Si nous effectuons une incision de cet ovaire, que voici cette incision, nous retrouvons effectivement la partie extra-ovarienne ici de ce corps jaune hémorragique, mais une fois encore, nous constatons que la plus grosse partie de ce corps jaune hémorragique se trouve à l'intérieur de l'ovaire. Comme je le disais, on peut avoir des corps jaunes qui sont ainsi qualifiés extra-ovariens, et on peut en avoir d'autres dont le développement se passe à l'intérieur même de l'ovaire, et donc leur diagnostic est bien entendu plus difficile. Et c'est dans ces cas-là que l'examen échographique prend toute son importance. Donc ces corps jaunes hémorragiques peuvent être intra- ou extra-ovariens, et vont se retrouver, ils signent bien entendu un méteustrus, phase qui, lors du cycle, dure 5 à 6 jours. On insistera également sur le fait que ce type de corps jaune hémorragique n'est pas sensible à l'injection d'une prostaglandine F2-alpha. Évolution classique, c'est de palper un corps jaune en phase diestrale ou corps jaune de diestrus. Son diamètre est habituellement supérieur à 2 cm, et cette fois-ci, ce corps jaune est parfaitement sensible à l'injection d'une prostaglandine. Ça veut dire que son l'injection d'une prostaglandine, va induire le retour en chaleur de l'animal. Autre caractéristique, ces corps jaunes de diestrus peuvent être à la fois extra- ou intra-ovariens. Ils présentent une zone lisse et ferme cette fois-ci, à la différence du follicule, et donc peuvent se trouver, s'ils sont extra-ovariens, peuvent présenter ce qu'on appelle un bouchon de champagne. Donc voici un corps jaune extra-ovarien, dit en bouchon de champagne. Cette surface-ci apparaît lisse et ferme à la pression. Le reste de l'ovaire apparaît beaucoup plus granuleux. Et sur des pièces anatomiques, voici donc la partie extra-ovarienne de ce corps jaune. En voici un autre exemple, et vous voyez que les corps jaunes peuvent parfaitement coexister sur le même ovaire ou sur des ovaires différents avec des follicules. Voici un ovaire qui a été incisé, et pour insister une fois encore sur le fait que le corps jaune, bien sûr, il y a une partie extra-ovarienne, mais le reste se trouve effectivement dans l'ovaire. Les corps jaunes de diestrus peuvent être beaucoup plus enclavés dans l'ovaire. On aura donc ici une zone lisse et ferme. Le reste de l'ovaire a une surface plus granuleuse. Et voici la pièce anatomique de ce corps jaune plus intra-ovarien, et voici ce même corps jaune après son incision. Il est évident que la présence de ces structures, qu'elles soient extra- ou intra-ovariennes, rend l'ovaire beaucoup plus gros que l'ovaire contralatéral. C'est ainsi qu'il est important effectivement de comparer la taille des ovaires et de vérifier leur caractère asymétrique. Les corps jaunes de diestrus, je parle de plusieurs corps jaunes de diestrus, puisque effectivement, dans un certain nombre de cas, on peut palper plusieurs corps jaunes, ce qui traduit bien entendu des ovulations multiples. Et on sait que la présence de ces ovulations multiples constitue un facteur de risque de gémellité. Ces gémellités constituent un facteur de risque d'interruption de gestation, de mortalité embryonnaire tardive, voire d'avortement précoce. Voici donc les pièces anatomiques relatives à ces corps jaunes multiples. En voici un second. Voici un autre ovaire où l'on voit très bien effectivement le corps jaune, et l'on voit très bien le second corps jaune. Encore une fois, on peut ici voir un follicule relativement bien développé. Et voici un ovaire où on a incisé ces deux corps jaunes. On distingue donc bien ici la partie extra-ovarienne et la partie intra-ovarienne. Alors, un mot d'un autre type de corps jaune, bien entendu, qui est le corps jaune cavitaire, qui se définira de la manière suivante. Lisons ensemble. Structure à surface lisse et de consistance ferme, qui se rapproche de celle du foie. Et cette consistance hépatique, on la retrouve bien sûr également pour le corps jaune de diestrus. Le diamètre est compris entre 2 et 3 cm, et ces corps jaunes présentent dans 60% des cas une cavité de diamètre variable.
c'est ce qui fait l'appellation de corps jaune cavitaire. Et la présence de cette cavité donne au corps jaune une consistance plus molle, donc moins relativement ferme que le corps jaune de Diostrus. Cette structure, appelée à tort corps jaune kystique, n'a pas de signification pathologique. Et la preuve en est, c'est que ça ne modifie en rien la durée du cycle et que ces cavités, ces corps jaunes cavitaires, peuvent être retrouvés chez des animaux par ailleurs gestants. Et donc voici les schémas et les pièces anatomiques correspondantes. Nous voyons que ces cavités peuvent apparaître tout à la fois chez des corps jaunes qui sont dits, chez des corps jaunes qui sont dits extra-ovariens ou chez des corps jaunes qui sont dits intra-ovariens. La zone lisse et ferme, sans doute moins ferme que s'il n'y avait pas de cavité. La zone lisse et ferme, et ici bien sûr encore une fois la surface granuleuse du reste du tissu ovarien. Et nous voyons donc ici la zone lutéale avec la cavité centrale. Dans ce cas-ci, elle est relativement grande. On peut avoir des corps jaunes dont la cavité est relativement plus petite. Je le disais, on peut retrouver ce type de structure de corps jaune cavitaire tout à la fois chez des animaux qui sont cyclés ou qui sont gestants. Cette cavité, il faudra bien la distinguer effectivement de celle que l'on va observer en cas de kyste folliculaire lutéinisé. On peut retrouver, et ça on le verra à l'échographie, des bandes plus échogènes centrales dans cette cavité qui sont des reliquats de fibrine. Et nous voyons, pour la précision, que ces cavités peuvent avoir un diamètre de 2 à 22 mm et que dans 35% des cas, la cavité a un diamètre supérieur à 10 mm. Elle est comprise entre 6 et 10 mm dans 52% des cas et elle est relativement plus petite, 2 à 5 mm dans 13% des cas. Il est évident que la présence de cette cavité ne peut se faire que par échographie. Bien sûr on disait tout à l'heure que ces corps jaunes cavitaires étaient plus mous, c'est juste un diagnostic d'impression, mais réellement c'est par échographie que l'on pourra identifier convenablement ces cavités. Un autre type de corps jaune, c'est le corps jaune arthritique, appelé aussi corpus albicans. C'est un corps jaune qui, ayant régressé, se présente à la palpation manuelle sous la forme d'une structure dure, fibreuse, de la taille d'une tête de clou, de quelques millimètres donc. Il n'a aucune signification physiologique, il témoigne simplement sur le fait que l'animal a, il y a plus ou moins longtemps, été cyclé. Sur une pièce anatomique, que voici à gauche, on voit donc ici une zone plus dure, qui est blanchâtre du fait de son caractère fibrosé. Donc voilà sur le plan du schéma où se trouve ce corps jaune arthritique. Et l'on peut observer également ici deux petits follicules cavitaires. Enfin, il faudrait couper le cou au canard, à savoir, une fois encore, insister sur la notion de corps jaune persistant. Elle se définit de la manière suivante. Il s'agit d'une structure lutéale qui est présente en dehors de la gestation ou d'un pyomètre, puisque là, d'office, les corps jaunes persistent pendant un certain temps, et cette structure est présente aussi en l'absence d'un retour en chaleur de l'animal, au même endroit, sur le même ovaire et de taille comparable lors de 2 examens réalisés à 15 jours d'intervalle. Donc on se rend bien compte que dans ces conditions-là, ce type de diagnostic est rarement posé. Donc je préfère ne plus en parler. Et donc le diagnostic du corps jaune persistant étant exceptionnel, ce terme ne devrait pas être employé. Sauf dans les circonstances rappelées, physiologiques, la gestation, ou pathologique, le pyomètre. Alors, une dernière remarque, bien entendu, à savoir l'énucléation manuelle, qui était, il n'y a pas si longtemps encore, utilisée pour induire le retour en chaleur, et donc mettre fin, bien entendu, à la synthèse de progestérone. Il est évident que cette énucléation manuelle, vous l'aurez compris, est bien entendu à proscrire du fait des risques d'hémorragie que cette manipulation risque d'entraîner. Nous voyons, et il n'est pas inutile de le rappeler, que le corps jaune que voici est une structure richement vascularisée. L'échographie Doppler est là pour nous le rappeler.
Passons maintenant aux structures pathologiques, à savoir les kystes ovariens. Ce sont des structures de diamètre supérieur ou égal à 25 mm et qui sont plus ou moins dépressibles. Le kyste folliculaire est plus dépressible que le kyste folliculaire lutéinisé. En effet, ce dernier comporte en surface, en périphérie, une couche plus ou moins importante de tissu lutéal. Ces structures traduisent une absence d'ovulation. Donc forcément, il est impossible qu'il y ait fécondation. Il est possible cependant de le palper, et il n'est pas inutile d'insister là-dessus, de le palper en présence d'un corps jaune. Et si tel est le cas, on ne peut pas réellement parler de kyste, entre guillemets, pathologique. Ils peuvent en effet persister plus ou moins longtemps sur l'ovaire, et ils peuvent ne pas empêcher nécessairement une nouvelle croissance folliculaire, une ovulation et un corps jaune. Le kyste folliculaire aura un diamètre de 31 à 33 mm et une paroi inférieure à 3 mm. C'est ce qui ressort d'une série d'examens que nous avions à l'époque fait avec le confrère Bascon. Le kyste folliculaire lutéinisé, les mesures que nous avions prises donnent à penser que ce kyste folliculaire lutéinisé a un diamètre de 35 à 39 mm et une cavité de 24 à 49 mm. Et la paroi était plus ou moins épaisse de 3 à 9 mm. Pour notre étude, nous avions considéré que le kyste était lutéinisé à partir du moment où sa paroi était supérieure ou égale à 3 mm. Il est évident, une fois encore, que le diagnostic différentiel entre le kyste folliculaire et le kyste folliculaire lutéinisé ne peut se faire que par échographie. Alors voilà ici des pièces anatomiques de kyste folliculaire, ici et là, quoique sur celui-ci, on peut par endroits apercevoir des zones de lutéinisation, mais elles ne sont pas complètes, elles ne concernent pas l'entièreté du kyste folliculaire. On voit donc que le kyste folliculaire aura une zone lisse et bien sûr largement dépressible, tandis que le reste de l'ovaire aura une consistance plus granuleuse. Si l'on examine maintenant des kystes folliculaires lutéinisés, en voici un que l'on a incisé, et on voit donc en périphérie la couche de tissu lutéal. À l'intérieur, bien sûr, persistent des liquides. Le schéma nous montre bien qu'on a donc encore une fois affaire à une zone lisse qui sans doute est moins dépressive que dans le cas du kyste folliculaire, puisqu'il y a une paroi plus épaisse représentée par cette lutéinisation. Le reste de l'ovaire est quant à lui tout à fait granuleux. Voilà, pour en savoir plus, vous pouvez toujours, via Orbi, qui est le site de référence des publications de l'Université de Liège, vous pouvez toujours aller rechercher cette publication où nous avions analysé un peu la précision du diagnostic manuel des structures ovariennes. À bientôt pour d'autres aventures.